Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Z17 Lite de chez ZTE, en tout cas de la gamme Nubia de ZTE, qui est la gamme Premium. Et donc, pour mettre un petit peu, pour ceux qui connaissent, donc c'est un petit peu plus haut que le Z17 Mini, ou ce qu'il y a en France, le Arcos Diamond Alpha, qui est juste un rebadging du Z17 Mini, en France, mais vendu par Arcos. Donc, ce qui fait que la particularité, donc en fait, on est sur un Z17, avec la configuration du Z17 Mini. En France, on a le Omega qui est le Z17S. C'est un peu particulier, ils se sont fait plaisir avec un téléphone en verre. Donc en fait, en gros, le Z17, il est avec un Snapdragon 835, avec de très bons APN. Vous prenez le design du Z17 et vous mettez la config du Z17 Mini. Donc Snapdragon 552, 553, on y reviendra rapidement. 6 Go de RAM, par contre, c'est un petit peu mieux. Il est vraiment bezel-less de ce point de vue-là, donc ça c'est le côté cool. Pas mal de petites choses. Il est vendu 220 €, d'ailleurs il m'a été envoyé par Geekmall, donc vous avez d'ailleurs le code dans la description pour avoir moins 10 €. Donc il a 220 € plus les frais de port qui sont de 9 € puisque envoi DHL, donc ça vous fait les frais de port gratuits, sachant que c'est envoyé de l'Europe. Le SAV de 2 ans et en plus de ça les réparations sont en interne donc en Europe, donc il y aura juste à renvoyer en Europe, ils font les réparations, s'il y a vraiment besoin ils renvoient en Chine, et en plus de ça donc vous avez un support qui est présent si vous avez la moindre question, et c'est un support français, vous avez même un Twitter, donc normalement dans le tweet que j'ai fait pour le test vous avez droit donc à Geekmall France justement, donc ça c'est le côté assez sympathique, et donc voilà, si vous êtes intéressé par le téléphone et que vous voulez me soutenir par rapport à ce nouveau site de vente, il existe déjà avec geekmall.it, vous avez .eu pour l'Europe entière, et ben n'hésitez pas à me soutenir en utilisant le code qui me permet de faire justement une trace de ceux qui achètent via le site. Donc, un téléphone qui est assez sympa, qui est en gros entre deux gammes, qui se rapproche beaucoup du Z17 Mini pour beaucoup de points, mais qui a ses propres points supplémentaires, donc on va en parler justement. Tout de suite le test. Au niveau du design, c'est quelque chose qui est à la fois assez sympa, à la fois assez banal. Il a quelques petites touches sympas, mais globalement, ça va être un design comme on en voit à peu près partout. Donc faisons un tour du propriétaire. Donc on a ce bel écran de 5.5 pouces qui fait vraiment bord à bord, on y reviendra. Nous avons droit ici à la diode de notification. Comme ça, je peux refaire la vidéo. Avec ici, en fait, les deux touches ici sensitives. Donc ils vont servir à retour ou donc le multitâche et qu'on peut inverser, donc ça c'est le côté cool, puisque ce n'est pas, c'est selon vos envies. Ce qui est bien donc c'est que ça fait la touche home et notification. En haut on a le capteur de 16 mégapixels, le haut-parleur ici et la partie système de luminosité qui va être ici avec le système de proximité. J'ai un peu du mal avec les mots. On a en dessous le port USB type C, ici le micro, ici le haut-parleur. On a le bouton on et ici donc les boutons volume. On a droit au capteur, enfin au micro ambiant. Hop, ici au dos le double capteur avec un liseré rouge puisque c'est une des caractéristiques de Nubia. Vous voyez, ici c'est rouge. Et donc ici c'est le liseré rouge aussi. Le capteur d'empreinte, Nubia aussi qu'on peut voir, qu'on retrouve ici. Double flash, et donc design by Nubia, Nubia technologie, blanc, chinois. Hop. Et on a donc ici le port SIM. Alors c'est du dual SIM, pas extensible. Donc dual nano SIM, bien évidemment. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça ou presque.
Un design qui est assez sympa, surtout que j'ai la version Black Gold, donc vous pouvez voir noir et doré. Le doré reste très discret et ça j'apprécie pas mal puisque dans la vie de tous les jours en fait ça se voit pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on a ce liseré qui est doré et ce liseré qui est doré et Nubia qui est en doré, mais c'est vraiment léger, limite ça se voit plus en vidéo que dans la réalité. Donc ça c'est le côté assez cool du design. On a aussi les antennes qui sont ici, ici et ici. Alors ce qui est étrange c'est surtout l'antenne ici et ici et ici. Donc, un design qui est sympa, bien évidemment, le gros problème, c'est qu'il n'a pas de pris de jack, alors qu'il y en a un sur le Z17 mini. Donc, faut me saouler à enlever la jack, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Donc, vous avez ce petit adaptateur qui est rouge, comme vous pouvez voir, pour le système de jack. Un design qui est surtout, dans la particularité, ça va être cet écran vraiment borderless, c'est-à-dire que on a quasiment... C'est l'impression que ça me donne, mais quasiment une prise en main d'un écran qui est en 18/9e, sauf qu'il est en 16/9e, parce que les bords sont optimisés. Ça, c'est le côté que je trouve vraiment classe et qui, à l'ouverture, voilà, ça fait son effet, même à l'écran, même quand je vois avec mon retour caméra ici, ça fait vraiment son effet quand on voit vraiment ce côté bord à bord là-dessus. On a des bords qui sont en haut et en bas quand même assez gros, mais ça passe plutôt bien dans le design et je trouve ça assez agréable. Le lecteur d'empreintes, parlons-en, donc, ce qui fait que lui, il est plutôt pas mal. Donc, voilà, là, on peut pas faire à la Huawei, il faut rester un petit peu plus longtemps, mais comme vous pouvez voir, il est assez réactif, il est dans la bonne moyenne. C'est pas un Huawei, mais ça se débrouille plutôt bien, et dans la vie de tous les jours, c'est plutôt pas mal. Donc ce qui fait que voilà, c'est un design que je trouve plutôt bien. Dans la petite chose, au niveau des petites rayures, j'en ai surtout ici en bas de l'appareil, on peut les voir avec les reflets en fait, mais dans la vie de tous les jours en fait ils se voient quasiment pas. Je sais pas à quoi c'est dû, si c'est le traitement en fait qui part ou j'en sais rien, mais je sais pas exactement. D'ailleurs je pense que c'est quand je le pose quelque part ou quand je sors de ma poche de jean etc. Ça doit le rayer un petit peu, mais c'est très léger, ça se voit pas beaucoup en fait, ça se voit vraiment qu'on va avoir l'œil. Bon après à force, ça va se voir de plus en plus. Ça va être la chose. L'autre chose, c'est au niveau de la prise en main. C'est-à-dire que ce qui est bien justement, c'est qu'on a un 5.5 pouces, mais qui est pas trop large, qui a pas des gros bords, comme par exemple le S3 de l'Echo, où on a des gros bords, mais bon, on a en général l'habitude. Là, ça fait assez bizarre d'avoir un 5.5 pouces qui est en soi pas très large, parce que comme l'écran est vraiment bord à bord, c'est vraiment agréable. Par contre, le problème, c'est que ça va créer un autre problème. C'est que par rapport à la surcouche, donc on peut par exemple changer d'application, hop ici. En fait, en faisant ici, donc on peut voir, donc c'est assez joli, je reparlerai à la surcouche, mais le problème, c'est que quand parfois on va faire des trucs, ça va, quand on va manipuler, quand on va descendre, par exemple, voilà, là j'ai descendu, il est parti sur YouTube. C'est des choses qu'on peut désactiver, mais si on le désactive, l'autre problème, c'est que, en fait, on va avoir parfois des fausses manipulations. Quand je vais être comme ça, en fait, sur YouTube, ça va, parfois, en fait, je vais être comme ça, et ça va à un moment. Je sais pas si je vais arriver à le refaire. Mais en gros, à un moment, ça va me faire ce qui m'est déjà arrivé. Donc non, c'est pas ça. Voilà, à un moment, sans que j'appuie en fait, mais il a détecté plusieurs fois mon doigt alors que je le tenais normalement et que j'avais pas bougé. Ça va être le plus gros souci en fait de ce côté bezel en fait. C'est là où on se rend compte l'utilité d'avoir des bords en fait. Un minimum de bords, c'est parce que sinon, s'il n'y a pas de bords, le problème des fausses manipulations peut être trop présent. C'est ce que j'avais eu avec le S7 Edge, avec ses bords incurvés, qui était assez dérangeant. Il ne me semble pas que Nubia ait fait de gros efforts sur cette gestion justement des doigts, en tout cas pas sur ce modèle-là, et ce qui fait qu'on va se retrouver vraiment souvent à faire des erreurs de manipulation quand on veut changer. Parce que ce truc-là est assez sympathique de pouvoir changer d'application en faisant ça, mais on va se retrouver à faire plein de petites erreurs comme ça, et à la longue, en fait, ça peut être parfois un petit peu chiant, on s'y fait, mais on peut se retrouver avec ce côté chiant à l'utilisation. Sinon, ce qui est bien, c'est qu'il est pas trop lourd. Globalement, j'ai pas vraiment à me plaindre autrement du téléphone. Ça va être le plus gros problème du téléphone. D'ailleurs, on peut voir, je peux prendre des screenshots en fait en restant appuyé sur, même en faisant avec la paume de la main. Donc ça va être le souci, c'est pareil. Autre chose, c'est que parfois on va se retrouver, si on active le screenshot via le lecteur d'empreintes, si on va regarder comme ça, voilà, je prends en fait un screenshot sans le vouloir en fait. Ça va être les deux choses, donc bon, je vous conseille de les désactiver pour être le plus tranquille possible. Pour ce système, en fait, que ce soit actif, pour autre chose, ou que voilà, là ça l'a changé alors que pourtant j'ai pas activé, ou pour autre chose, il est
c'est pas parfait en fait. J'espère qu'avec d'autres mises à jour, ça permettra de mieux gérer les fausses manipulations, mais clairement, ce côté qui est censé être vendeur des Nubia, eh ben dans la réalité, c'est pas si vendeur que ça. Ben, moi en tout cas, ça m'emmerde un peu à chaque fois de gérer en fait cette partie-là qui est pas forcément bien gérée du côté logiciel. Mais globalement, en tout cas, pour le reste, en tout cas, j'en suis assez étonné de la qualité, en tout cas, globale des matériaux utilisés, de la qualité de l'assemblage, de la qualité de l'écran, et surtout du design en lui-même, qui en soi est un petit peu banal, mais les petites choses, la diode, ceci, le petit liseré rouge, est assez sympa. D'ailleurs, pour terminer, et pour passer à autre chose, la petite chose qui m'embête un peu avec cet appareil photo, c'est que je le trouve sous-dimensionné par rapport au reste de l'appareil. J'aurais préféré un appareil qui prenne un peu plus de place pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus homogène. Je le trouve un peu trop petit en fait, un petit peu trop, ça fait minuscule en fait, et voilà, c'est la petite chose qui m'embête un petit peu sur ce design. Pour terminer un petit peu là-dessus. Côté surcouche aussi, ça va être quelque chose qui va être assez sympa à découvrir. Alors la première chose à montrer, c'est que donc soit vous démarrez donc d'une des deux touches sensitives, hop, et vous montez. Et ça fait beaucoup penser à ce que fait Zuck dans le même système, et c'est encore plus dans le côté Apple, puisque là on va vraiment avoir ce centre de contrôle, donc avec les raccourcis ici, les 4 raccourcis, on va avoir projection de l'écran au transfert Nubia, la gestion de la luminosité. On va voir donc Freebox, enfin en tout cas donc tout ce qui est Wi-Fi, données, Bluetooth, mode silencieux, mode avion. Enfin, on a l'ensemble qui est intéressant ici et les petites choses moins intéressantes ici. Donc peut-être que ça s'améliorera, on verra après à force. D'ailleurs super capture. Donc ce qui fait que voilà, on a ça. Si on descend effectivement, donc on a ce système là. On a le launcher Nubia 8, donc assez basique. On a l'intégration des Google, de Google qui est assez sympa. Donc là-dessus, ça va permettre vraiment d'avoir donc les news comme d'habitude. On peut voir, bon, ça c'est parce que ça a lancé l'application. Hop. On va voir ici les notifications. Alors notifications un peu particulières d'ailleurs parce que en fait, en gros, pour les étendre, on peut en étendre qu'une seule à la fois. Et ça, c'est le côté qui m'énerve un peu. C'est-à-dire que il faut appuyer dessus et ça va l'étendre. Et le problème, c'est que l'intégration de ces notifications, que ce soit Gmail, alors Gmail, ça montre juste le nombre de mails que j'ai non lus. Donc c'est pas terrible. Et je peux pas étendre la notification pour voir ce qu'il y a comme mail. Pour ce qui est de Facebook ou par exemple Twitter, je peux avoir qu'une partie du Twitter. C'est vraiment mal intégré et c'est l'un des plus gros soucis de la surcouche. Ça me fait beaucoup penser au même problème que AZ8 du côté de Zuck. Et ce qui fait que le problème, c'est que par exemple, donc je peux pas le réduire ensuite. Je peux que le laisser comme ça et donc après il faut que j'appuie sur une autre application pour que ça le réduise. Et donc ça va étendre une autre notification. Mais quand on a en termes de notification, j'en ai pas ici, mais le système où en gros je vais appuyer dessus et je vais avoir en dessous exactement la même chose écrit, mais un peu plus petit. Déjà, je trouve ça pas terrible. De ne pas pouvoir le système de réponse comme c'est censé être prévu intégré, c'est pas terrible non plus. Enfin, ce qui fait que, où il y en a que certains, mais en fait, ça nous envoie juste sur l'application et c'est tout. Et ce qui fait que, je trouve pas ça terrible de ce point de vue-là. C'est le deuxième gros défaut de la surcouche. On va regarder les paramètres. Donc, paramètres qui, sont assez classiques en soi. Donc, on va avoir la gestion de la SIM, classique, Wi-Fi. Donc, pareil, donc là, on n'a rien à dire là-dessus. Donc, on a un peu tout ce qu'il faut. Hop, on a droit donc plus de méthodes de connexion, donc VPN, on a droit à NFC qui est intégré, appel Wi-Fi, projection d'écran, donc ça c'est Miracast en gros, Wi-Fi display, bon voilà tout ça, partage de connexion classique, barre de notification, donc notification de l'application, donc ce soit une bloc-notes, etc. Donc on peut avoir des petites choses supplémentaires qui s'affichent, donc à l'écran de verrouillage ou non. Donc on va pouvoir écran de verrouillage, mise en garde, diode de notification, etc. Afficher les détails ou d'avoir quelque chose de crypté. Donc il y a quelques petits trucs, mais ça vaut pas ce que met Android Stock d'habitude. Je vais baisser légèrement la luminosité pour que ce soit plus lisible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'affichage. Donc on a la gestion de la luminosité, bon ça ok. Préférence d'affichage, c'est là où je suis un petit peu perplexe, c'est-à-dire que la gestion de la température est très très légère entre le froid et le chaud. On voit quasiment pas la différence. Je sais même pas si à l'écran ça se voit pour vous, mais c'est très léger. Comme la saturation,
je ne sais pas. Je ne vois pas vraiment la différence entre les trois quand je change. Ça a l'air de changer un petit peu, mais je sais même pas si c'est réellement le cas en fait. Donc, ce qui fait que bon, je suis un peu dubitatif de ce point de vue-là. On a la taille de la police. Par contre, on n'a pas du tout de gestion de la densité d'affichage qui est censée être présente sur Android 7. Donc ça, déjà, c'est un peu dommage. Ce que j'aimerais bien pouvoir gérer, malheureusement, je ne peux pas. L'écran d'accueil, donc ça, on peut gérer l'écran d'accueil de base. Ok, on peut le gérer en 5x5, fond d'écran, la recherche rapide si on veut ça, et le fond d'écran. Mais le reste, c'est-à-dire que la gestion des icônes, c'est inexistant. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'elles sont assez moches. Et même dans la partie ici, alors je sais pas si je vais pouvoir le montrer bien. Dans la partie ici, on peut voir que Deezer est entouré d'un petit truc doré. Et c'est le cas pour toutes les applications. Et pour pas mal d'applications, ça passe assez mal en fait. Et je suis assez déçu de ce point de vue-là. L'écran de verrouillage d'ailleurs. Donc on a verrouillage d'écran, mode poche, hein, voilà. Le son, volume, donc on a gestion volume, etc. L'effet sonore, donc ce qui fait qu'on va pouvoir activer le DTS, et le DTS derrière va permettre en fait de soit d'augmenter les basses, soit les aigus, et c'est tout. Ça reste assez basique en soi, par contre c'est assez performant, c'est-à-dire que si on veut mettre beaucoup plus de basses, on va pouvoir vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus basseux et tout en ayant beaucoup plus d'aigus mis en avant et c'est assez efficace, j'apprécie assez puisque j'ai tendance à l'utiliser quand j'écoute de l'électro et que j'ai envie d'un peu plus de basse, je les mets et c'est assez agréable, honnêtement, le système logiciel est assez propre. Et ça, on y reviendra sur la partie son, mais c'est assez basique de ce point de vue-là. La gestion des bords d'écran. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué justement par rapport à ça. Donc ce qui fait que c'est vraiment sur le bord de l'écran, c'est-à-dire que vous avez c'est un côté 2,5D, et c'est vraiment sur ce 2,5D que va se faire ce petit truc-là. Donc c'est-à-dire que comme ça va un peu moins bien marcher, c'est vraiment sur le côté comme ceci. Donc on peut changer d'application, donc c'est qu'en faisant ce que je viens de faire là, donc activer app, on peut activer des applications, on peut basculer des apps en arrière-plan. Le problème, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, c'est ce système de changement. Donc pour faire aller-retour, donc nous avons ça. Nous avons aussi, si on le fait plusieurs fois, ça va être en gros de vider la RAM. Donc ça, ok, bon c'est joli, mais ça sert pas à grand chose. La gestion de la luminosité. Le problème, c'est que si on fait ça, en fait, on dégage la luminosité automatique. Et elle va devenir manuelle. Donc ça, c'est pas terrible non plus. Et double-clic sur le bord, donc ça va permettre en fait un système de retour en fait. Alors comme ça a l'air sympa, sauf que comme il a tendance un peu parfois à détecter des fausses manipulations, il aura tendance à faire des retours de façon totalement aléatoire. Donc pareil, je trouve ça pas bien géré, et ce qui fait que de 1, ce système-là, je le trouve pas très intéressant au quotidien, voire pas du tout, et de 2, avec toutes les petites soucis d'utilisation que j'ai, j'aimerais même pouvoir le désactiver. J'aimerais avoir en fait un système où ça va pas détecter en fait que ce ne soit pas tactile. Donc ça c'est assez chiant. La division d'écran, donc ça je trouve ça assez sympa puisque par exemple ici le système pour y aller est assez sympa, il reprend un petit peu ce qu'a fait Google, mais ils l'ont fait à leur façon que j'aime plutôt bien. Donc on va lancer par exemple YouTube et en fait ça va faire comme ça. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que par défaut ça nous renvoie vers le haut, mais on peut relancer que n'importe quelle application. Là où Google par défaut, ça va être via le multitâche. Donc ce qui fait que je peux même, et ça c'est le côté assez cool, je peux forcer Clash Royale à se lancer. Donc ce qui fait que normalement on peut pas le lancer, et là on peut. Bon là il est un petit peu mal. Hop. Je sais pas d'ailleurs, bon, là c'est un peu dégueulasse au niveau de ça, mais au moins il y a ça. Et ce qui est bien, c'est que lors de la transition, ça ne coupe pas non plus YouTube, ça ne coupe pas le jeu, donc ça c'est assez cool. Je trouve ça vraiment sympa. De ce point de vue-là, on est sur quelque chose qui est assez bien géré, qui est géré différemment de ce que fait Google, mais c'est assez bien géré, donc pas de souci là-dessus, surtout que en plus de ça, on peut changer en haut ou en bas, on va pouvoir changer d'application. Donc là, vous voyez, on a les deux homes qui s'ouvrent, et si je peux faire ça, donc on peut voir la barrette qui va dire c'est ça que tu gères, et si je fais le bouton home, on va revenir au home, et celui en bas, il va être bon. Donc, ce qui fait qu'après, je peux relancer Google Photos. Donc, c'est assez sympa de ce point de vue-là. Et puis après, si on veut enfermer l'un ou l'autre, eh bien, on choisit l'un ou l'autre. Donc, je trouve ça, il y a des petites idées qui, pour le coup, sont assez sympas par rapport à Google et sont un petit peu plus intéressantes. Et ben justement, vous voyez, pour Gmail, voilà ce que ça m'affiche.
et donc après ça m'ouvre directement donc le mail comme ça. Enfin, c'est pas fou, et j'aimerais bien voir avant d'ouvrir le mail ce que ça donne. Et là-dessus, c'est encore une grosse amélioration à faire par rapport à Android stock. Ensuite, en termes d'application, donc on a mon fichier, donc ce qui fait qu'on peut voir ici le truc classique. Après, on a gestion du stockage et on a toute la gestion ici. Ensuite, donc téléphone, SMS, je vais pas trop montrer. On a, alors par contre, je trouve assez mal fait le lecteur de musique. Alors déjà, je le trouve pas forcément très beau. Donc on a toute la musique favorite, liste de lecture, album, artiste, dossier, plus. Donc on peut numériser. Donc là, ça va être qu'on va faire la recherche de musique, rechercher, paramètres, quitter. On peut avoir un minuteur pour fermer automatiquement. Par contre, bah voilà, c'est-à-dire que pour revenir à ça, donc ici on a l'artiste, ici on a le titre. Ça, par contre, je trouve ça complètement what the fuck qu'on ait le titre ici. On peut le définir, on peut améliorer la sonnerie, bon ok. On a la gestion ici, donc ça c'est assez joli. On va voir ici la gestion, bon. Ce qui fait que je le trouve un petit peu moyen ce lecteur, après parole qui est en tout petit comme ça, alors qu'on aurait peut-être pu mettre, je sais pas, quelqu'un chi. Pourquoi avoir mis un truc écrit autour d'icônes, quoi? Ça fait un peu chelou. Ensuite, nous avons les trucs, donc magnétophone, calculatrice, galerie. Donc la galerie, on va voir un petit peu à quoi elle ressemble. Donc soit en fait, alors, ce que je trouve assez sympa, pour le coup, c'est que on va voir soit le mode classique, dès qu'on va aller sur un mode particulier, donc le mode portrait, prise de vue, plusieurs prises de vue, superposition, une ouverture électronique, le RAW, macro, en fait tout est bien mis, chacun à leur place, donc vidéo, ralenti, tout est mis vraiment à sa place. Donc ça, je trouve ça assez sympa pour retrouver quand on a fait tel mode, et bien on va pouvoir les retrouver tout de suite. Et même dans le dossier DCM, c'est bien mis à part. Sinon, après, on a l'ensemble classique, donc ce qui fait que là-dessus, d'accord. Alors, par contre, d'ailleurs, ah oui, ça, c'est une autre chose qui est assez étonnante chez Nubia, et qui est pas complètement conne, c'est-à-dire que quand on va sur Google Photos, les premières photos vont être en haut à gauche. Chez Nubia, c'est le contraire total, et je trouve ça pas forcément complètement con. Si je vais prendre en fait en gros, donc ça c'est les dernières captures que j'ai pris, et en fait normalement on va aller par là pour aller sur les photos qui sont en gros là logiciellement, et ben là non, on va aller là. Et en fait je trouve ça plus naturel. C'est bizarre, mais je m'y suis habitué assez vite, et je trouve ça pas con parce que bah effectivement pour les photos, le plus facile, vous voyez, là j'ai fait, là vous voyez le mouvement, j'ai rien demandé, il l'a fait. Et en fait aller chercher comme ça, bah c'est plus naturel que ça en fait. Je trouve ça beaucoup plus naturel. Donc je trouve ça pas forcément, enfin je trouve ça pas mal même d'avoir fait ça. Ensuite, donc les paramètres, on a vu sauvegarde des données, donc on peut sauvegarder les données qu'on a, donc toutes les applications, donc sauvegarde locale. Si jamais voilà vous voulez remettre à zéro le téléphone, vous avez cette possibilité. Ensuite, numériser, horloge. Donc numériser, ça va vraiment être le système de documents qu'on va numériser. Et ah non, numériser. Oh là, j'étais des conneries. Ben non, numériser normalement c'est ça. Mais là, pour le coup, c'est pour lire la barre QR code que vous avez donc normalement ici. Ensuite, on a le transfert Nubia, donc transfert de données tout simplement classique. Donc là, rien de particulier. Ensuite, on a le bloc-notes. Donc pareil, classique. Donc là, il nous donne d'ailleurs des petites astuces. On a Kika Keyboard qui est centré sur les émoticônes, donc on s'en fout complètement. Je peux vous le montrer rapidement, mais globalement c'est pas intéressant. C'est plus un clavier à la con en fait. Ensuite nous avons l'horloge vidéo, on a donc l'agenda, le browser qui est, je sais plus sur quoi il est basé. Je sais pas si on va pouvoir le trouver. À propos du navigateur, browser UA détaillé. Donc c'est browser UA. Donc Mozilla 5.0, Apple WebKit, Chrome, voilà, c'est... Voilà, tout simplement. Ensuite, voilà, donc Incognito Mode. Donc il y a par contre de très légers trucs qui ne sont pas traduits, mais globalement l'interface est globalement bien traduit en fait. J'ai pas vu, en fait, ça m'a pas plus choqué que ça en tout cas de ce point de vue-là. On a même un manuel d'utilisateur qui est traduit et qui va permettre, alors là on l'a pas en version française, mais qui va permettre de voir en fait comment utiliser le téléphone et qui est assez complet. On a même un manuel pour la photo. Donc, qui nous explique, en fait, on a toute une partie pour expliquer comment utiliser la photo et tous les modes. Et je trouve ça assez cool. Vous l'avez en version française pour Arcos, mais je trouve ça assez cool, en fait, pour expliquer un peu comment utiliser certaines choses selon, voilà, camcorder, musique. Je sais plus où est-ce qu'on avait ça,
mais il y avait un système où on pouvait voir en fait toute la gestion en fait de l'appareil photo, que je trouve ça assez cool en fait. Donc voilà, électronique aperture, light drawing, slow shutter, ce genre de choses. Donc c'est assez bien cool d'avoir mis tout ça. On a un vrai manuel intégré. Donc pour tous ceux, bon après il faut parler anglais, mais par défaut en tout cas pour tous ceux qui veulent, il est intégré. Ensuite en application qui est intégrée, on a Google Maps, Play Music, Play Film, Duo, Play Store, Play Je Keep, on a YouTube aussi qui est intégré. On a aussi Netflix qui est accessible, qui est pas forcément la possibilité des appareils chinois. Donc ça c'est assez cool puisque là je peux en profiter en tout cas, par exemple, alors que sur le Zuc, en tout cas sur la version que j'ai de la ROM et sur l'Echo, je n'ai pas cette possibilité. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Projection, voilà, ça va être pour projeter sur un écran, et on a à peu près tout vu. La chose à savoir par contre, c'est que le système OTG ne fonctionne pas. Pour le Dexo One, j'ai essayé, ça n'a pas voulu, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un bug, puisque logiciellement c'est bien pris en charge, mais c'est censé être pris en charge sur tous les trucs que j'ai vus, mais dans la réalité, ça marche pas. Donc je n'explique pas, et malheureusement, ça c'est un petit frein pour moi personnellement à l'utilisation par rapport justement au Dexo One. En tout cas, voilà, la surcouche est très complète sur cette vidéo. C'est une surcouche qui est assez sympa, mais qui est un petit peu particulière. La chose que j'ai oublié de préciser, c'est que donc on a ces icônes qui sont moches, donc ça, ok. Par contre, le souci, c'est qu'on peut pas les changer. Donc ça, déçu. Et qu'en plus de ça, quand j'ai voulu mettre Google Now Launcher, parce que j'aime bien le côté le Google Now qui est intégré, eh bien, le truc, c'est que la partie tiroir d'application ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand j'appuie dessus, eh bien, j'ai rien qui apparaît. J'ai pas d'application, j'ai rien, je ne peux rien ranger, je ne peux rien faire du tout. Et ça, c'est assez dommage. Donc, heureusement que c'est intégré directement ici, parce que sinon, ce serait problématique. En tout cas, globalement, c'est plutôt bien maîtrisé. La 1.03 avait un problème, surtout au bout de quelques jours, ça avait tendance à ralentir. Autant là, sur cette version 1.04 que j'utilise depuis quelques jours, j'ai pas eu de soucis. Donc ça, c'est une bonne amélioration de ce point de vue-là. Dernière chose, ah oui, avant de terminer tout ça, il y a deux choses qui m'éclatent sur ce téléphone et qui sont... Alors, il y en a un, c'est un bug, et l'autre, non. C'est-à-dire que quand je vais mettre en mode avion, normalement, en général, je suis juste avec la 4G. Je désactive la Wi-Fi, et le Bluetooth, je l'utilise très peu. Mais quand je réactive, en général, le Bluetooth se réactive. Alors, je n'ai jamais demandé de s'activer. Donc ça, c'est un bug. Autre chose, quand vous mettez en mode silencieux. Quand vous mettez en mode silencieux sur un téléphone, en général, vous branchez la jack et le son fonctionne. Enfin, en tout cas, la musique fonctionne. Ici, quand vous êtes en mode silencieux, et j'étais très perturbé par ça, quand vous êtes en mode silencieux, ça coupe tous les sons. Mais quand je dis tous, c'est vraiment tous. Non, parce que je n'ai pas envie de me faire chier à faire un montage, mais c'est vraiment tous. C'est-à-dire que quand vous branchez la jack, vous mettez la musique, si vous n'avez pas débranché le mode silencieux, si vous l'avez pas enlevé, eh ben, ça va pas, vous aurez pas de son. Tout simplement, vous n'aurez pas de musique du tout. Et ça, c'est assez étonnant. Ça, je vous avoue que c'est le truc qui m'a le plus perturbé par rapport à ça, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui est fait sur Android pour le coup, mais vraiment strictement rien, ça n'a pas du tout la même logique. Donc après, ce qui est bien, je vous avoue que par contre, ce qui est bien, c'est que quand j'arrive au taf, hop, j'enlève mes écouteurs, je mets en mode silencieux, et je suis sûr que quand je lance Clash Royale, aucun son ne sortira. Donc d'un côté, c'est un côté un peu plus rassurant. Par contre, au départ, si on s'en souvient pas, je zappe totalement, et puis là, putain, j'ai pas de son. Ah bah oui, c'est vrai. Et hop, je désactive, et j'ai de nouveau le son. Donc voilà, chose à savoir pour ceux qui pourraient se poser la question. Au niveau de l'écran, donc c'est un peu la particularité de ce téléphone, comme le Z17 haut de gamme, on a droit à un écran donc 5.5 pouces, IPS LCD, Full HD et donc bord à bord. Donc on peut voir que l'optimisation est vraiment bonne de ce point de vue-là. On peut voir vraiment que c'est du vrai bord à bord. Alors la première chose en fait qu'on peut remarquer, c'est que en fait, alors je sais pas si je vais pouvoir le montrer, mais on voit un très léger, en tout cas ça se voit. Là, je sais pas si vous le verrez, mais en fait, on a une bande de pixels très légère qu'on va voir en fait, les couleurs, on va voir une bande verte, une bande rouge, selon comment on l'incline. Donc ça, c'est la chose un peu perturbante, surtout quand on le remarque. Une fois qu'on l'a remarqué, on va rester buggé dessus. Mais après, au quotidien, ça ne se voit pas.
Et je pense que c'est le 2,5D qui fait ce petit effet-là, puisque le 2,5D se fait sur l'écran carrément et pas à côté de l'écran. Là, on est vraiment, le 2,5D commence avant même que l'écran ne s'affiche plus, en fait. Enfin, que ce soit à la fin de l'écran. Et donc, ce qui fait que ça va se voir ici. Par exemple, là, je le vois, en fait, quand je bouge, je vais avoir un liseré vert rouge qui s'affiche. Je sais pas si ça se voit pour vous, mais en tout cas, voilà. Hein, c'est vraiment... là, je crois que ça se voit. On voit, voilà, oui, on le voit ici. Ici, si vous regardez ici, vous allez voir en fait que ça change de couleur. Donc ça, c'est la petite chose. Sinon, au niveau de l'écran lui-même, donc on a un écran qui, au niveau des couleurs, est vraiment pas mal. C'est un peu saturé, mais c'est plutôt pas mal globalement. On est sur quelque chose qui reste globalement assez neutre. Au niveau, je l'ai montré, au niveau de la gestion, de l'affichage, on peut changer théoriquement des choses. C'est-à-dire qu'on peut changer la teinte, mais elle change très très peu. Je le remarque quasiment pas de mon côté. C'est-à-dire que je le vois très légèrement en fait que là c'est un peu plus chaud, mais ça change très peu en fait dans la réalité. Et la saturation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle change très peu aussi. Donc est-ce que ça va être réglé avec une mise à jour où ce sera plus fort, ou est-ce que ça va être juste ça va rester comme ça? Ça c'est la question que j'ai. Parce que c'est assez perturbant. En tout cas, c'est un écran qui est assez agréable, qui est assez fin, qui est bien maîtrisé, et qui ne fatigue pas les yeux. C'est-à-dire que là, je n'ai pas besoin d'une gestion au niveau de la lumière bleue pour ne moins me fatiguer les yeux. Je trouve que c'est vachement bien géré. Donc je sais pas quel type d'écran exactement ils ont pris. Apparemment, c'est du IPS LCD d'après la boîte. Donc c'est ce qu'ils mettent ici, donc Full HD LCD. C'est pas précisé ce que c'est comme type d'écran exact. Mais je suis assez étonné de la qualité de l'écran et surtout de la qualité du confort que j'ai, et je n'ai pas besoin de lumière bleue. Bon, après je pense que ce serait mieux si j'en avais, mais je n'ai pas besoin plus que ça. Donc ça c'est quand même assez agréable. Donc un écran qui est bien réussi. On a aussi donc des angles de vision qui sont plutôt bons, comme vous pouvez voir. Et au niveau de la gestion maximum, donc là on peut voir que c'est très lumineux. Et au minimum, là on le voit quasiment plus, donc au minimum c'est vraiment pas mal. Donc là-dessus, c'est un bon point en tout cas du côté de Nubia sur l'écran. Donc au niveau de la partition, donc ce qui fait que ce que je disais justement tout à l'heure, hop, non, il me l'a pas... On peut gérer le TTS et on l'entend ici. Donc ça va modifier un petit peu la signature. Là on entend bien que le son change, en tout cas les aigus ressortent plus ou moins bien. Donc ce qui fait que ça c'est plutôt cool. Et ça c'est le côté assez cool. Donc on va pouvoir justement... Là on a très peu de basses. Et là on en a beaucoup. Et ça, c'est le côté que je trouve assez cool là-dessus, c'est que on peut vraiment bien gérer les basses. Et les aigus, bien évidemment, c'est ça que je voulais dire aussi. Mais en soi, le système est assez bien foutu. Alors, en soi, donc on est obligé de passer par un adapteur jack. Voilà, voilà mon petit dégoût comme d'habitude. Mais en gros, le son lui-même, donc c'est le son de la puce du Tamagon 652. Comparé à l'Idol 4S, il y a une bonne évolution. Donc c'est globalement mieux, en tout cas mieux maîtrisé. Ce qui fait qu'on a une bonne signature de base. Ça manque un petit peu en soi de détails, enfin même pas mal de détails. Ça reste très correct, mais c'est pas non plus exceptionnel. L'autre chose, c'est qu'on va être globalement, voilà, ça va être correct, mais c'est sans plus. Son petit truc supplémentaire, c'est vraiment le DTS. Donc pour ceux qui sont fans de basse ou fans d'avoir une bonne signature bien dynamique avec beaucoup de basses et beaucoup d'aigus, eh bien vous avez ça en fait qui va permettre de bien rehausser plus ou moins selon vos envies et de façon indépendante. On n'est pas sur un vrai égaliseur, on est sur quelque chose de plus simple, mais c'est assez bien intégré pour que justement ça ne déforme pas complètement, ça ne dénature pas complètement le son. Ça aura tendance vraiment juste à mettre plus de son, et avec mes KZ, ça a tendance à être assez agréable et à mettre vraiment plus de basses ou vraiment plus d'aigus. Donc c'est assez agréable pour ceux qui recherchent et qui aiment beaucoup les basses. Vous allez vraiment apprécier ça. Moi qui ai besoin de quelque chose d'un peu plus dynamique, en tout cas parce que je trouve que sinon c'est un peu trop mou, eh bien ce système-là permet de gagner un petit peu plus en aigu et donc un peu plus en détail en général, ou plus de clarté et plus de basses pour le plaisir. Ça va être vraiment ça en général et c'est assez agréable. Honnêtement, c'est vraiment agréable. Pour la partie haut-parleur, on est sur quelque chose qui est assez sympathique aussi,
puisque, hop, on est sur quelque chose. Voilà un petit peu pour les extraits, donc ce fait qu'on est sur quelque chose qui est assez sympa, on a des basses qui sont assez présentes, des aigus forcément qui sont dominants comme en général, mais globalement quelque chose d'assez clair, d'assez sympa, donc on peut découvrir la musique, et surtout il est puissant. Ça, c'est aussi l'autre chose qui est vraiment sympa, c'est qu'on a un haut-parleur vraiment puissant, qui est clair et de bonne qualité. Donc, il y a aussi une bonne envie de faire plaisir avec un bon son de haut-parleur, vraiment puissant, vraiment clair, avec des basses qui sont quand même présentes, donc assez bien équilibrées globalement. Donc ça, c'est agréable, c'est-à-dire que même des vidéos dessus, on peut totalement, et même des musiques, on peut totalement faire découvrir avec un haut-parleur. Ça reste assez basique en soi, mais tout à fait correct. On va parler maintenant de la chose la plus particulière de cet appareil, c'est son appareil photo. On est sur un double appareil photo, un IMX 258, en ouverture 2.2. Et c'est son plus gros souci, c'est qu'ils sont en ouverture 2.2. Donc le deux capteurs, on a droit à un capteur couleur et un capteur monochrome. Et l'ouverture 2.2 sur des capteurs de ce type, forcément en général, dès que la luminosité va commencer à baisser, dès que les conditions ne vont plus être optimales, ça va être le plus gros souci de ce téléphone. Donc autant on peut faire des bonnes choses. Alors, il faut savoir qu'il est en 1080p, 1080p 60 fps et 4K au niveau de la vidéo. Au niveau de la partie photo, donc on peut capter pas mal de détails. Donc là, on est sur une photo qui est sans retouche de la gestion en fait. Hop ici, pour que vous voyez bien, sans retouche sur la gestion du bruit. Donc ce fait que c'est plutôt pas mal, mais on voit qu'il y a énormément de bruit dès qu'on va commencer à zoomer. Ça va être vraiment le souci, mais on a pas mal de détails. C'est le côté positif. Si on va sur quelque chose qui est mieux géré au niveau du bruit, on voit que tout est effacé, qu'il y a beaucoup de détails qui sautent, et ça rend la photo moins intéressante, entre guillemets, en tout cas elle est moins détaillée. Ça va être la grosse différence. Ce qui fait que c'est surtout en fait quand on va se retrouver avec quelque chose d'un petit peu plus basique, on peut voir que l'appareil commence à perdre en précision. On peut voir que par exemple le contour est assez moyen et on n'a pas autant de détails qu'on aimerait en avoir. Si on compare avec un haut de gamme, bon, il me fait quoi là? Donc là ça va être un faux contact avec ma main. Donc on peut voir que voilà, on sent la limitation, que on perd un peu en détail, on perd en pas mal de choses. Et c'est pas forcément, voilà, on sent on voit les limites de l'appareil. Ça va être le souci. Il se débrouille plutôt bien, mais voilà, dans les faibles conditions, il va pas être parfait. Bon, il me fait quoi là? Application à la con. Là, on peut voir que, en tout cas, c'est plutôt bien détaillé, mais bon, le lissage aura tendance à faire des dégâts. Mais casse-toi là-dessus. Donc après. On peut voir au niveau, hop, ici, donc on peut voir le lissage, pareil, on sent qu'on perd pas mal de détails parce que, il y a le lissage, et que, avec le zoom, forcément, on perd, mais ça reste globalement correct, en fait. Dès qu'on va être en bonne condition, ça va être le côté vraiment sympa, ça va être plutôt bien détaillé. Le lissage fait plutôt bien le travail, d'ailleurs, mais parfois un peu trop. Et dès qu'on va être sur quelque chose qui va être, où il y a trop de choses à lisser, si je compare, donc là, on est vraiment en pleine nuit. Donc là, c'est une photo en pleine nuit sans la retouche, sans le lissage. Donc on peut voir le gros souci qu'il y a, c'est-à-dire que on perd énormément de détails, on a très peu de lumière qui entre, et que on a plein d'artefacts, en fait, on a plein de pixels de diverses couleurs, ce qui fait que ça rend le truc pas terrible. Là, on peut le voir. Donc, alors attendez, que je me perds pas dans les différentes choses. Là, c'est, je ne sais pas. Alors attendez. Donc ça, en tout cas, c'est brut, voilà, on a plein de pixels bleus, enfin, c'est assez dégueulasse, c'est une bouillie de pixels, et ça rend pas super. Alors, j'aimerais bien retrouver avec, hop, ici. De toute façon, vous avez l'album. Ici, c'est quand c'est justement lissé. Donc là, lissé, c'est mieux globalement, on perd en détail, mais on peut voir que c'est pas très précis, on peut voir que c'est un peu, c'est limite peint, en fait. Ça fait très peinture, en fait. Ça va être la chose. Après, on peut avoir des photos qui peuvent être assez sympas. Donc là, c'est plutôt bien éclairé. On a une scène qui est assez sympa et on a pas mal de détails. Mais il faut vraiment qu'il y ait de la luminosité qui soit présente. Donc ça, c'est le côté à voir. Donc là, il peut pas la lire. Ok. Après, par exemple, ici, on va pouvoir voir justement.
Donc là, ça bouge. Donc là, c'est sans la retouche. On peut voir donc que c'est un peu brouillon en fait, que c'est pas terrible. Je vous conseille vraiment de regarder l'album pour voir. Mais on peut voir que quand les conditions sont faibles, il va vraiment se ramasser. Donc c'est assez normal. Mais je pense qu'en ouverture 2.0, il aurait eu beaucoup moins de mal qu'en 2.2. Parce qu'en 2.2, on sent vraiment les limites du capteur dès que la luminosité est basse. Là, on est... Hop. Je sais pas ce qu'elle a, l'application, là. On peut voir, Banque Populaire est absolument illisible. On peut voir que ça manque de précision autour ici. Si on voit sans retouche, ben voilà, là, c'est illisible. C'est pas... Voilà, ce qui fait que vraiment, en faible condition, ça va pas être terrible. On peut se démerder avec en mode pro, en fait, en jouant un petit peu sur la gestion du mode pro, mais ça va pas forcément être magnifique. Par contre, on va prendre une meilleure photo. En mode pro, si on gère bien, donc non pas celle-ci, si on gère bien en mode pro et sans la réduction du bruit, j'aimerais bien retrouver la photo qu'il me faut, mais non, toutes celles-ci sont pas très réussies. Mais par exemple, on va avoir pas mal de détails ici. En fait, sur cette photo, on peut voir que on peut récupérer pas mal de détails. Donc, on a un peu de lissage qui manque, forcément, mais on a pas mal de détails. C'est assez propre, c'est assez bien géré, et j'ai plutôt apprécié. Donc ça, c'est pour la partie photo. Donc ce qui fait que voilà, en plein jour, on peut faire vraiment des belles photos. Je vous conseille de regarder l'album. Par contre, c'est vraiment, voilà, dès que les conditions vont baisser, ça va être le souci. Ça va être vraiment le souci. On peut le voir aussi, comme les conditions n'étaient pas assez bonnes, il n'a pas fait le début de tourage de façon appropriée là-dessus. J'essaie de montrer une photo en bonne condition pour montrer un petit peu ce qu'il vaut. On a par exemple ici, donc ce beau petit bâtiment. Quand, hop, je vais... Putain, mais qu'est-ce qu'elle a cette application aujourd'hui? Non, c'est pas là, c'est flou. Hop. Ah non, c'est juste comme ça. Donc ce qui fait que c'est correct, hein, mais pareil, c'est avec le lissage aussi, ça aide pas beaucoup, mais ce qui fait on a des détails qui sont corrects, mais par exemple par rapport à l'Eco, le S3 qui est en 21 mégapixels avec un IMX230, bon, forcément, c'était un très bon appareil photo de jour, il est moins bien. Mais il récupère pas mal de détails, c'est assez correct dans l'ensemble, mais c'est pas forcément terrible, quoi. C'est un peu moyen, on peut faire des belles photos. Là, j'en suis assez content de cette photo. Donc là, en plus, avec la gestion du flou, là, c'est sans gestion du flou, mais on peut voir qu'on a quelque chose d'assez correct en termes de qualité de photo. C'est assez agréable. Donc, c'est pareil, on vous regardez dans l'album, pareil, pour avoir le maximum de détails. Maintenant, je vais vous montrer l'application, parce que l'application est assez sympa aussi. Elle est assez complète. Donc, on a la gestion du HDR. On va voir ici dans les détails, donc la grille si on veut, enregistrer la position, détection des visages, son de l'obturateur, ratio de l'image, inclinaison, capture tactile, bon. On va voir le mode miroir aussi si on veut inverser. Qualité de la vidéo à l'avant, donc on a 1080 ou 720. Là, on va voir jusqu'à la 4K. On a le filigrane Nubia que bon, vous pouvez enlever. Moi, je l'ai pas enlevé, mais vous pouvez l'enlever. Vous avez la capture d'écran. Double-cliquez sur la touche volume pour faire des captures d'écran lorsque l'écran est éteint. Donc ça, vous avez cette possibilité-là. Réduction intelligente du bruit. Donc ça, c'est ce système justement. On peut voir selon ce que vous voulez en fait si que vous voulez que le bruit se fasse, en fait, la réduction du bruit se fasse automatiquement, ou si vous préférez quand c'est sans le bruit. En général, en pleine journée, bon, un petit peu de bruit, c'est pas forcément trop mal, et on récupère pas mal de détails, que la réduction de bruit va avoir tendance à effacer. Beauté pour appel vidéo, donc ça aura tendance donc à supprimer toutes les imperfections de la peau. Zoom dynamique, en pro et photo, adapté aux meilleures dimensions lors du zoom. Donc, vous avez ce système-là, économie d'énergie intelligente, refocaliser après capture, régler l'ouverture. Bon, après, le réglage fera de façon manuelle ou automatique. Donc ça, après, il peut choisir automatiquement. Donc ça, vous avez ça. Donc vous avez premièrement ça, le mode vidéo ici, le mode portrait. Donc là, vraiment pour le détourage. Donc que vous pouvez faire là. On peut voir en direct à peu près déjà le premier traitement qu'il fait. Et on peut voir après ce que ça donne. Donc on peut voir ici que le détourage est plutôt correct. Après, ça va être autour, c'est pas forcément parfait en fait, selon bien évidemment selon le sujet, et la qualité n'est pas forcément au top pour les appareils photo qu'il y a à l'intérieur. On peut voir la gestion du flou qu'on peut mettre plus ou moins fort. Hop, ici on va revenir, on a le mode pro qui est assez complet, donc ce qui fait qu'on va voir l'ouverture. On va voir la gestion donc de la température, l'ISO qui peut aller jusqu'à 12800. Bon alors 12800 c'est en général pas très intéressant. D'ailleurs le mieux c'est d'avoir une ouverture à 1/15e, 1/8e quand on est sur des luminosité qui vont commencer vraiment à baisser avec un ISO qui va être à 1600, 3200, 6400 au max. Ça va être vraiment ça en général.
Et vous avez donc après, vous pouvez voir, et là c'est le truc que je trouve assez sympa. Je sais pas si ça va se voir, mais en gros on va pouvoir voir, quand on fait le zoom, on va voir le contour, savoir qu'est-ce qui est net ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc je trouve ça assez sympa. Donc on peut voir ici que bah forcément, bon là je suis prêt, mais si je me mets vraiment hop ici, là on peut voir que c'est la boîte et après bah, c'est derrière que ça s'allume. Donc on a ce genre de choses. Après nous avons les effets photos, alors là on en a plein. On a la superposition, donc en gros ce système, ça va être donc simple, alpha, hop, luminosité, obscurité. L'ajout dépend de l'obscurité, combinaison, donc assembler deux en un. Donc ça va être ce genre de choses en fait qu'on peut faire. En fait, il y a plein de petites choses. Les mecs se sont éclatés à faire en fait le haut et le bas. Donc là, je sais pas où est ma photo, elle est là. Le temps qu'il l'assemble. En gros, voilà, ça va permettre du haut et du bas. Donc pour les photographes, ça peut être assez marrant. La luminosité, l'ajout dépend de la luminosité. Et donc ça peut permettre de faire des photos un petit peu particulières. Les mecs se sont lâchés en fait sur les modes. Après nous avons donc tout ce qui est bien évidemment hop, je vais arriver. Tout ce qui est auto plus 1 plus 2 plus 3. Je vous avoue que j'ai pas testé, mais tout ce qui est lightning, light painting, l'ouverture qui va être le temps d'ouverture. Alors je vous avoue que j'ai pas forcément, en fait, c'est pour faire comme les appareils photo et avoir la même temps d'ouverture, en fait, ce genre de choses. Donc ça peut permettre de faire des choses un peu différentes, mais c'est le temps d'ouverture donc soit en fait vous avez le système de main, donc voilà, réduction anti-vibration activée, donc si vous le tenez à la main, ça va permettre de le réduire. Sinon avec un trépied, vous pouvez le faire tout à fait aussi. Donc ce qui fait que c'est assez sympa et complet aussi. Vous avez l'obturation lente. Donc là, quand vous voulez faire des photos de nuit, par exemple, pareil, il est conseillé, et c'est bien mis, d'utiliser un trépied. Donc ça, c'est assez cool que ce soit précisé. Filet d'étoiles, donc ça, c'est pour la nuit. Créateur de vidéos. Alors ça, c'est appelé longuement en vidéo, et relâché pour mettre pause, donc c'est pour faire plusieurs petites vidéos. Trajectoire, donc là, c'est pour avoir un suivi, pour les suivis de lumière. Le RAW, ça, c'est quand même assez cool que ce soit intégré. Donc le RAW, qui va permettre vraiment d'avoir une photo brute que vous pourrez refaire. Caméra clone, donc ça va être vraiment d'avoir hop. Donc là, ça va faire en gros plusieurs photos. Donc vous mettez sur un trépied, vous pouvez avoir 3 fois la même chose. Donc ce qui fait que là, en fait, ça fait une superposition un peu étrange, un peu particulière. Donc ce qui fait que ça peut être sympa, en tout cas, ce type de choses pour faire des trucs délire. Après, bon, c'est plus des choses en général qu'on va pas forcément utiliser. On a un système de ralenti aussi, alors alors j'ai plus en tête, qui est assez efficace. En tout cas, c'est du 720 fps, mais je crois que c'est du 720p, je suis plus sûr de la résolution. 720p, c'est ça. Donc 720p, 120 fps, donc ça c'est pareil, agréable à avoir. On a le monochrome, bien sûr, avec l'écran monochrome, enfin le capteur monochrome. Ici, on a le système de macro, donc là pareil, on va pouvoir voir ici, et donc on a même un zoom pour justement voir, hop, si je me mets prêt. En fait, on va voir ce même système de hop, ici j'arrive pas à le... On peut voir que le contour du Nubia se fait aussi. Donc pareil, en fait, le même système de... On va pouvoir choisir, voir où c'est bien net et faire de la macro. On a de la 3D aussi si on veut. Hop, flou de zoom. Donc là, ça va être plus en fait un système où ça va faire une superposition ou un système où en gros ça va faire un effet un peu waouh. Donc ça peut être sympa aussi pour certains types de photos, comme ceci par exemple. Donc il y a un appareil photo qui est très complet. Ce qui est dommage, c'est que les appareils photo ne suivent pas. On aurait peut-être pu avoir l'ouverture en 2.0, en tout cas ça aurait été appréciable, plus que d'avoir juste du 2.2 comme ce qu'a fait le Z17 Mini, d'avoir juste le même que le Z17 Mini. Une légère amélioration aurait été mieux pour avoir un appareil photo un petit peu plus fun à utiliser au quotidien. Au niveau de l'autonomie, on est donc sur une batterie de 3000 mAh avec Quick Charge 2.0, donc avec le processeur qu'il y a dedans, on est sur une autonomie qui est plutôt sympa, plutôt cool, de environ 5 heures, entre 4h30 et 5h30 écran allumé.
C'est pas incroyable, mais pour vu le processeur qui est à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Surtout donc en full 4G, c'est surtout ça qui est assez sympa en termes d'autonomie. En Wi-Fi, on est sur sensiblement la même autonomie, donc quelque chose qui est assez sympa. Il y a une petite amélioration en tout cas par rapport au Snapdragon 652, surtout sur la puce 4G, ce qui explique entre autres la meilleure gestion de l'énergie. On peut voir ici, on va voir un petit peu, c'est pas forcément précis vu que là j'ai fait un peu de tout. Et puis ici, on va voir un petit peu. Et donc là, on est à 1h49-22, donc c'est ça, après à 60%, sachant qu'on a fait tourner un peu l'appareil photo, et que j'ai pas montré pas mal de choses pour la surcouche, donc j'ai lancé plein de choses. On est sur une bonne autonomie, ce qui est tout à fait correct, donc on est dans la moyenne haute de ce qui se fait, donc aux alentours des 5 heures, c'est très correct. Avec les 3000 mAh, c'était ce qui était à prévoir. Donc tout à fait correct de ce point de vue-là. J'ai pas fait le test YouTube par contre, mais c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a de la Quick Charge 2.0 pour recharger rapidement le téléphone. Au niveau du processeur, donc on est sur un Snapdragon 653, donc 4 cœurs A72 en 1,9 GHz, donc en 10 GHz, et 4 cœurs A53 à 1,4 GHz. Donc, ce qui fait qu'on a droit à un petit overclock, en fait, au niveau des processeurs, donc de 200 MHz. Il est toujours gravé en 28 nanomètres, ce qui fait qu'en termes de benchmark, par contre, ça n'a pas vraiment évolué. On était déjà aux alentours des 3200, 3300. Là, pareil, on est toujours aux alentours des 3300, 3200. C'est stable, mais c'est pas un gros score. On est moins qu'un Snapdragon 125, puisqu'il est gravé en 16 nanomètres, ou 14, je sais plus exactement. Et qui est en seulement qu'un Cortex A53. Par contre, le truc intéressant, c'est surtout qu'il a 1452 points en simple cœur, et ce qui fait que ça lui fait un gros score pour tout ce qui a besoin d'un simple cœur ou d'une grosse puissance. Donc s'il y a besoin de 2 gros cœurs, il sera beaucoup plus performant que ce que propose un Snapdragon 625 de ce point de vue-là. Donc c'est le côté un peu positif, c'est surtout qu'il est limité sur le nombre de cœurs actifs en même temps lors des gros tests. Après, donc, pas grosse évolution, c'est juste 200 MHz de plus, 200 MHz de plus que le 652, mais globalement, c'est la même chose, en fait. Après, le reste, ce qui a été changé, c'est surtout, en fait, la gestion, en fait, le modem 4G qui est sur on est passé d'un X6 à un X9, je crois, de chez Qualcomm. J'ai plus exactement ce qu'il y a dedans. Mais ce qui fait que ça se ressent vachement, en fait, au niveau de la chauffe. Et on a quelque chose qui chauffe beaucoup moins au quotidien. Que d'habitude en fait. Donc il y a une meilleure dissipation thermique ou une meilleure gestion de l'énergie sur les processeurs, ce qui fait que la plus grosse évolution n'est pas faite sur les cœurs en soi, mais sur la gestion autour. Sur GFX Bench, donc là on est sur un Adreno 510, donc avec du 1080p, en gros on a perdu 15% sur une demi-heure, et au niveau de la gestion on est très très stable, puisqu'à 682 avec une petite baisse à 673, mais sinon c'est très très stable. Donc l'Adreno 510 a déjà, sur l'Idol 4S que j'avais eu, était déjà très stable, puisqu'on était à 400, mais en tout cas, là on est à 700, mais en 1080. Si on compare au reste, bon, ce qui est bien c'est qu'on est donc là à 200 minutes en termes d'autonomie, donc 200 minutes en gros, donc là on est sur un petit peu plus de 3 heures, donc ce qui fait que si on compare de ce point de vue là, on fait aussi bien qu'un 810, mais Meizu Process Plus, donc aussi bien que le X30, qui a lui 3500 mAh, on fait aussi bien que le Snapdragon 835 avec le S8 Plus, donc ça c'est plutôt sympa. L'Idol 4S faisait apparemment aussi bien, voire un peu mieux. Il avait pourtant du 2K AMOLED avec 3000 mAh, même 2900. Nexus 6P, il fait un petit peu mieux. Si on va voir un petit peu en dessous, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mate 9 Pro, il faisait un peu moins. J'ai vu un Honor. Le Honor 8, le Honor 8 faisait 200 minutes, donc un petit peu plus. Donc 100 minutes, bon, à peu près la même chose. Hop. Le Zuc Z2 Pro, il faisait 188, donc un petit peu moins. Le Pro aussi 188, donc qui lui est avec un Helio X25. Donc là à peu près la même chose que ce qu'on a là. C'est très proche même. Donc on fait à peu près la même autonomie, sauf que le Meizu Process, lui, il avait 2600 mAh. Donc c'est-à-dire qu'il gérait un petit peu mieux au niveau de l'énergie, mais par contre il était plus limité en termes de performance. Là on est à 673, qui est plutôt un bon score pour un téléphone de cette gamme.
qui n'est pas comme le Zux Z2 n'a pas de 820, 653, donc c'est un petit peu différent. Ce qui fait qu'on fait aussi bien que le Apollo Light, donc avec le Helio X20, donc on est dans ce qu'on attend. Le Mate 10 641, donc lui il est en 2K, ce qui explique aussi pourquoi il a un score un peu faible. Le S7 active, ok, Redmi 4, là c'est autre chose. Le Max 2 avec le 820 qui fait à peu près la même chose mais en 2K. Le Pro 6S qui fait 589, donc un petit peu en dessous, donc un petit peu limité par rapport à ça. Le Redmi Note 3 fait un peu en dessous alors qu'il a un Snapdragon 152, donc l'overclock a dû aider un petit peu, mais bon, Xiaomi n'était pas au meilleur en général, ne mettait pas les meilleurs en termes de performance. On va aller regarder un petit peu plus au-dessus ce que nous avons. Le Pro 6 Plus fait à peu près autant, mais il est en 2K. Le Z2, mais on l'a jamais vu le Z2. Donc bon. Le S8 Plus en 2K, il fait 827, donc un peu mieux. Là, on est sur Note 8, Mi Note 3, donc on fait, par rapport au Snapdragon 160, on fait en gros 20% de moins, même 30% de moins que le Mi Note 3, qui lui aussi est en 1080p. Le Oppo R11 qui est avec un Snapdragon 652, si je dis pas de bêtises, lui aussi fait 906, qui est assez gros. Non, c'est le R9, le R11, je sais plus ce qu'il a. R11, non, je sais plus, je suis plus sûr. Après, qu'est-ce que nous avons d'autre? L'iPhone 6, donc lui fait carrément plus. Si on va voir un petit peu plus bas, on va retrouver le S7, le Mate 8 aussi qui est ici. Donc on fait carrément que le Mate 8 plus que le Mate 8 et le P10 Plus. Ici, hop, le CoolPad Cool 1, donc 471, je sais pas exactement ce qu'il a. Le Mars Pro avec le Helio P20, donc lui il fait 452, là on est à 673. Donc globalement des bons scores. Ce qui est bien vraiment avec ce processeur, c'est qu'il va être vraiment performant en jeu et globalement pour le Play Store, il n'y aura pas de souci. C'est un gros GPU qu'il y a dedans, on est moins bien que le Snapdragon 820, mais ça va pas vraiment se voir en jeu. On se retrouve sur World of Warship Blitz, pour ceux qui connaissent. Donc moi je connais bien le jeu sur PC, donc ils ont porté le jeu sur mobile. Donc là on est sur la qualité graphique la plus haute. Et on peut voir que donc on est sur... en tout cas ça tourne très bien. Et que c'est assez fluide. Donc ce qui fait que c'est ça qui est bien en fait avec donc cette puce graphique, l'Adreno 510, c'est que globalement on va pouvoir faire tout tourner. Tout comme ce que proposait par exemple le Honor. Hop. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Donc, alors, attendez, parce que là... What? Attendez, c'est le bordel. Donc, ce qui fait qu'on peut voir que c'est tout à fait fluide. Pourtant, il y a du contact, etc. C'est une puce qui fera tourner à peu près tous les jeux du store, à part vraiment les plus gros gourmands de dingue. Mais globalement, en fait, tous les jeux vont tourner sans vraiment de gros problèmes. Ce qui est bien comme amélioration sur le Snapdragon 153, en tout cas du côté de cet appareil-là, c'est que la chauffe est assez uniforme et qu'elle n'est loin d'être aussi horrible, entre guillemets, que ce que proposait le Idol 4S, qui pouvait être vraiment brûlant sur les bords. Là, on est sur quelque chose qui est assez bien maîtrisé. Et donc, ce qui fait que c'est assez agréable. Au dos, on va avoir une chauffe qui est, globalement, c'est un tiède, en gros, c'est un petit peu chaud, mais ça reste très correct. Et les performances restent tout à fait... Enfin, il n'y a pas de baisse de performance, donc c'est les deux choses qui sont vraiment sympas. Il n'y a pas de baisse de performance, et en plus de ça, il chauffe pas trop. Donc, globalement, ce sera un peu chaud, donc ceux qui aiment pas quand c'est chaud, bon, bah, il faudra passer son tour, mais globalement, ça restera tout à fait correct. Et bah, voilà, on peut le voir, il tourne à merveille, en tout cas sur un jeu qui demande des ressources. Pour continuer niveau performance, on se retrouve sur World of Tanks cette fois-ci, qui est plus exigeant en termes de ressources, hein, puisque là, j'ai pu choisir tout en très élevé par rapport au départ, et on est sur du donc 40-50 FPS. On va voir en combat surtout la différence, mais 40-50 FPS avec tout à fond, c'est vraiment pas mal. Il faut savoir qu'on fait 60 avec donc les plus hauts de gamme, donc ce qui fait que c'est tout à fait honorable. Et hop, je fais je me retrouve un peu niqué, hop. Et ben c'est déjà, ça a été rapide. Et donc ce qui fait qu'on peut voir vraiment que le jeu est fluide. Donc on a une petite baisse ici à 38 FPS avec les bâtiments affichés, les effets, mais on peut voir que ça reste tout à fait fluide. Donc c'est plutôt pas mal, ça montre en tout cas qu'il est vraiment performant. Un Snapdragon 125 tout activé, même en médium c'est à 30 FPS. En médium c'est à 30 FPS. Donc vous voyez la différence. Pour ceux qui sont un peu plus gamers, le Snapdragon 650 est bien mieux, un choix plus judicieux en tout cas pour ça.
Il est plutôt pas mal sur pas mal d'aspects. Il a un bel écran, il est bien optimisé en termes d'affichage puisqu'il est bezel-less. On a le droit de l'USB Type C Quick Charge, une bonne autonomie globalement, des très bonnes performances, hein, puisqu'on a un Snapdragon 153, on l'a vu surtout en jeu, ça se débrouille bien. Et après, bon, ça va être surtout des petits défauts. Ça va être Nubia UI qui est très particulier, qui a quand même pas mal de petits défauts par-ci par-là, même s'il y a aussi des bonnes choses. Un capteur photo qui aurait pu être mieux, à mon sens, puisqu'il est sorti à 250 €, maintenant il baisse à 220, mais l'ouverture en 2.2 est pour moi le gros point noir de cet appareil photo. Donc ça, c'est aussi l'autre problème. Il n'a pas de 800, ça c'est aussi la chose, pour ceux à qui ça peut importer, ça peut être la chose qui peut... voilà, ça peut ne pas vendre le téléphone tout simplement, pour ceux qui en tout cas en ont vraiment besoin. Mais globalement il est plutôt pas mal, on a les 6 Go de RAM qui aident beaucoup pour l'ensemble, une grosse fluidité, que ce soit pour les jeux ça peut aider, ou pour le changement de différentes tâches. On a une bonne fluidité globalement, c'est assez bien géré, l'autonomie est très correcte. Donc globalement il est assez bien équilibré. Ça va être surtout, voilà, l'appareil photo on aurait pu s'attendre à mieux, il manque la 800, on n'a pas de jack. La partie son n'est pas extraordinaire, mais tout à fait correcte et tout à fait satisfaisante pour l'ensemble des gens. Surtout le DTS qui ajoute un petit plus. Mais moi, ce que je kiffe bien, c'est quand même cet écran qui est vraiment bezel-less, qui permet une très bonne prise en main, malgré les petits défauts, et on l'a vu d'ailleurs durant le test, que j'ai eu ces petits défauts et qui, sans le faire exprès, il va détecter des choses que je ne fais pas. À voir comment ça va s'améliorer avec le temps, c'est le plus gros souci à l'utilisation de l'appareil quotidien, c'est le plus gros souci. Nubia UI qui, avec ses icônes pas terribles en termes de qualité, c'est un peu chiant, mais ça reste correct en soi. Après, je mettrai sûrement Nova pour avoir des icônes un peu plus jolies à regarder. Mais voilà, c'est pas parfait. Ce qui est bien, c'est surtout la diode ici qui sert de touche Home et qui sert aussi de diode de notification que je trouve assez sympathique, que j'ai bien retrouvé sur le Zoppo en fait, qu'ils ont piqué ça à Nubia et qui est assez bien pensé. Ça fait du 2 en 1 et c'est assez joli. C'est le côté rouge de Nubia qu'on peut retrouver donc ici aussi et qui est assez cool. Donc ce qui fait que l'appareil il est clairement pas parfait, mais pour le prix il a de quoi se défendre entre son design, son écran. L'appareil photo qui a quand même des bonnes choses, surtout en plein jour, et surtout tous ces modes en fait qui sont assez sympas, qui ajoutent un vrai plus pour se faire des petits plaisirs. Oui, des petits plaisirs, oui. Pour même, il est quand même, il shoot aussi en 4K, ce qui est quand même assez sympa aussi, surtout avec les IMX 258. C'est assez rare. Il y avait le Wiko-Wii, mais ils se sont vautrés avec justement ces appareils-là. Là où Nubia ne s'est pas vautré, il a justement bien optimisé l'ensemble, même si, voilà, le 2.2 casse un peu tout. Ce que je regrette le plus, bon, pour certains ça va être la 800, mais pour moi ça va être surtout la jack. La jack est vraiment un manque qui au quotidien, moi je le ressens, ça m'emmerde clairement, et ce qui fait que je le ressens au quotidien, mais l'adaptateur qui est inclus avec tient plutôt bien d'ailleurs, et ce qui fait qu'on n'a pas de déconnexion, c'est-à-dire qu'il tient vraiment bien dans son côté USB, ce qui fait que sur d'autres par exemple, ça a tendance à moins bien tenir, ça a tendance à avoir des petites déconnexions, et c'est assez chiant. Là, il tient plutôt bien, c'est le côté positif. Le DTS aussi ajoute un petit plus assez sympa. Ce qui fait que voilà, il a plein de petits points sympas. Il a d'autres points qui peuvent être plus ou moins noirs. Surtout la surcouche, je pense que ça peut rebuter certains. C'est surtout ça qui, je pense, va rebuter d'ailleurs. Mais dans l'ensemble, voilà, il est bien équilibré pour 220 €, donc qui au départ était à 250. Au final, il va rester à 220 €, donc ça, c'est un prix qui est vraiment sympa. Vous avez le code pour justement que les frais de port, en gros, ça vous le fait à 219 avec les frais de port au lieu de 229. Et voilà, pour le prix, il est quand même pas mal. Il a ses défauts, mais il est pas mal du tout. En tout cas, je remercie Geekmall de me l'avoir envoyé. C'est un smartphone qui va sûrement devenir un smartphone au quotidien avec le Zug Z2, ils vont cohabiter. Parce que il a des bonnes choses et dans l'ensemble, en fait, je l'apprécie au quotidien parce que il a tout simplement ses petits avantages à lui, ses petits défauts, et à voir aussi avec les mises à jour comment ça va se passer. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.